Non, il y a une petite présentation, Oui, je suppose. Je vous laisse faire, hein, mais donc Faites. je fais. eh bien, ça tourne et donc à vous de jouer. Eh bien, bonsoir, rebonsoir. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour découvrir ou redécouvrir Rose Museau et son univers qu'on va vous présenter, que Jean-Pierre va vous présenter ce soir. Je veux juste dire très brièvement en introduction que je suis très heureuse de publier ce roman, que j'avais... voilà, ça fait longtemps que je lis le travail de Jean-Pierre et que le grand jour est enfin arrivé et que voilà, je suis très, très, très fière de publier ce roman qui vous plaira, j'espère, autant qu'on a eu de plaisir à le travailler, Jean-Pierre et moi. Je vous propose de commencer tout de suite par vous plonger un peu dans cette langue et dans cette atmosphère grâce à l'intermédiaire de Manon, de la voix de Manon qui s'endort et qui va vous faire entendre un petit peu dans quoi vous allez mettre les pieds. Je prends au milieu un peu, dis que c'est pas le début parce que ça prend pas un le peu au début, milieu. Effectivement, on a fait Voilà. petite sélection de passages un peu représentatifs. Le dresseur replia les 2 escabeaux qui supportaient la planche, appuya l'ensemble contre un arbre et souleva à 2 mains la cage au rat. Il se dirigea vers une petite camionnette blanche garée à 2 pas le long du trottoir, posa la cage et ouvrit la portière arrière. « Beau spectacle !» dit Modard en s'approchant. « Remarquable comme ils vous obéissent. On ne voit pas ça tous les jours. Vous partez déjà, la matinée commence à peine. » Le dresseur se retourna et considéra en silence cet intrus et sa question. « Reculez !» ordonna-t-il soudain. Modard fit 2 pas précipités en arrière. « Des sandalettes ?» dit le dresseur. « Et sans chaussettes ? Non, vraiment. Les rats, ça raffole des pieds. Surtout les orteils. C'est charnu les orteils, croquants. Que de la viande et du cartilage. Et juste à portée. » Baissant les yeux, Modard vit contre le grillage 5 rats agglutinés, une masse compacte de poils gris foncés parsemés de rose tendre de leur museau. Les mailles de la cage se hérissaient de longues incisives. Ils n'avaient pourtant pas l'air bien méchants sur la planche. « L'air ? Ce sont des rats, » répondit le dresseur. « Ils n'ont pas d'air, juste leur nature. » « De rats. De rats. »« Oh, saleté de grillage. Je m'en serais bien tapé, hein. 2, peut-être. Un amuse-gueule pour me consoler un peu de rester attaché dans la cage. L'orteil, c'est du cartilage bien tendre. Pas tout à fait de l'os, ça se mordit et ça se suçote. Une friandise, on peut faire durer. Ah, bien sûr, ça n'est pas nourrissant, juste du plaisir. Ni pour rien, ce type, mais des sandalettes, franchement. Le dresseur plaça la cage à l'intérieur de la camionnette, enfourna les 2 escabeaux repliés et la planche avant de refermer sans bruit la portière. « Je peux pas traîner, qu'est-ce que vous voulez ?» demanda le dresseur sans cesser de jeter des regards furtifs autour de l'endroit où Modard et lui se tenaient. Sa main n'avait pas lâché la poignée de la portière qu'un homme s'approchait d'eux, dans l'espèce de trottinement que lui permettait son grand âge et la canne sur laquelle il s'appuyait. La chaîne d'une montre à gousset se perdait dans la poche d'un gilet de gros velours noir assorti à son costume. « Faut y aller, monsieur Urbain !» lança-t-il au dresseur. « Ce n'est pas prudent d'être venu ce matin. »« Il est déjà là ?»« Non, mais il va pas tarder. S'il vous trouve, ça peut mal tourner. Il va pas finir par me foutre la paix, celui-là. Ils doivent être réparés depuis longtemps. Ils doivent être réparés depuis le temps, ces chats. Un accident, ça peut arriver tout de même. Et d'abord, qu'est-ce qu'il faisait, lui, pendant ce temps, hein ? Où il était ? Ben, je vous ai dit... Ouais, il avait qu'à prendre ses précautions avant. On ne laisse pas sa place comme ça, sans surveillance, juste parce qu'on en a envie. Je rentre, Père Mistol, mais demain je reviens, et pas de si bonne heure, c'est férié demain. Il y aura du monde. Pas question de perdre la recette. Tiens, on fera même 2 représentations. 2 ? Eh ben, dites donc, évidemment, hein, la recette. Ça n'empêche, elle lui a salement esquinté sa marchandise, votre bestiole. Pour le père Mistol, qui, jusqu'à un passé récent, avait élevé et vendu des poules, le règne animal n'était composé que de bestioles. Si vous aviez vu ça, ajouta-t-il à l'adresse de Modard, à votre place, monsieur Urbain, je ne traînerai pas dans le coin. Bon, je voulais juste vous prévenir. Faut que je retourne aux miennes de cage. L'homme repartit, le dresseur rajusta le col de sa redingote et passa au volant de sa camionnette. « J'y vais !» lança-t-il à Modard. « Si vous voulez qu'on parle, montez !»
Modard prit place à côté du dresseur. À l'arrière, pas de siège, juste une épuisette, les 2 escabeaux, la planche et, à distance de la cage, un sac fermé par une ficelle sur lequel une main enfantine avait inscrit à l'encre noire le mot « croquette ». Une odeur âcre et chaudasse vint se coller à Modard, comme une entraîneuse trop grasse dans une boîte de striptease bon marché à l'heure de la fermeture. Il eut la sensation qu'elle se glissait contre sa peau par le col ouvert de sa chemise. « Les fenêtres sont bloquées, » dit Urbain. « Moi aussi, je préférais les ouvrir, mais presque tout est déglingué là-dedans. L'odeur, c'est normal, elle est rare. »« C'est fort, » fit Modard, « mais j'imagine que vous êtes habitué, vous ne la sentez plus. »« Si, » répondit le dresseur en démarrant, « je la sens. Beaucoup. Au début, ça vous colle à la peau. Un peu comme une entraîneuse trop grasse dans une boîte de striptease bon marché à l'heure de la fermeture. Mais ensuite, on n'y pense plus. On la sent, c'est tout. »« Salopard, » ajouta-t-il pour lui-même. Si lui paye pas l'odeur, il a qu'à descendre, celui-là. Non, c'est vrai quand même. C'est pas nous qui lui avons demandé d'y monter dans la camionnette. Quelle odeur, d'abord? Je sens rien, moi. Et les autres non plus, je pense. Si, bien sûr, ça sent l'homme. Pas franchement ce qu'on préfère, mais bon. On supporte, on se plaint pas, alors il a qu'à faire comme nous. Salopard, grinça à nouveau le dresseur entre ses dents. Pardon? Bourfre. Encore une journée de foutu. Salopard, il se permet de louer 3 espaces. Quand il est installé, on ne voit que ses chats sur la place. Il fait les plus grosses recettes du marché. Ah, c'est qu'il les donne pas, ces chats, Bourfre. Et pourtant, les gens paient sans compter, vous m'entendez? Comme si l'idée d'avoir un chat devait vous faire oublier votre arithmétique. Entre nous, je me demande bien pourquoi. Vous savez, vous? Les goûts, dit Modard, mais je suis d'accord, sur les chats, on en a toujours beaucoup fait. Là aussi, on se demande pourquoi, toujours à se faufiler, à se frotter, et que je te saute sur les genoux, et que je te lèche un doigt. Sûr qu'un rat qui vous frotterait les mollets, ou qui vous sauterait sur les genoux, ce serait une autre paire de manches, remarqua Modard. Les rats, ça ne lèche pas, ça sait se tenir, les rats. Pas un jour de marché sans qu'on vienne lui en acheter de ces chats ou bourfres. Et pas 1, 5, 6. Au prix qu'il les vend, il les perd pas ces dimanches. Qu'est-ce qu'il a contre vous? Urbain regarda Modard. C'est à cause de l'autre jour. Ah? Un mois de ça, un de ceux-là derrière celui que j'ai isolé, vous voyez? Il est sorti de la cage pendant que je m'occupais des autres sur l'escabeau. Je laisse toujours une ouverture au pied de l'échelle pour qu'il puisse monter ou redescendre. Un bon numéro, ça demande des entrées et des sorties. Tout à fait d'accord, dit Modard. Très important le mouvement. Comment vous savez ça? Demanda Urbain. Vous êtes de la partie? En dehors de quelques banalités échangées avec des spectateurs à la fin des représentations, le dresseur rencontrait peu de monde. Ce type-là commençait à l'intriguer. Qu'est-ce qu'il lui voulait avec ces questions? Oui, qu'est-ce qu'il lui veut à Urbain avec toutes ces questions? Je la sens venir encore une fois l'histoire du vieux. Et alors? Dit Modard, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, c'est le clou du spectacle. Il ne se produit qu'à la fin. D'habitude, en attendant son tour, il dort. Alors bien sûr que je ne me suis pas méfié. Je n'ai rien vu venir. Il a attendu que je sois occupé, il a filé en douce. Filé? En douce? Personne ne l'a vu. Comment il s'y est pris, j'en sais rien. Un vrai courant d'air. Droit sur le stand à Bourfre, à l'autre bout de la place. Mais ça fait bien 100 mètres. Personne ne l'a vu, vous dites? C'est pas ordinaire, hein, vous êtes d'accord? Faut vous dire que lui, derrière, il est tout sauf ordinaire. Le dresseur marqua une pause pensive avant de reprendre. Bourfre, ses chats, il les assied dehors. Exposés, si vous voyez, sur des coussins pour que les gens puissent venir les caresser. Le b.a.-ba dans le commerce du chat. Un chat caressé, c'est un chat vendu, surtout s'ils sont avec des gosses. Bien rare qu'ils repartent sans. Bourfre, il connaît les ficelles. Avec les chats, ça n'est pas bien difficile. Celles-là, tout le monde les connaît, abonda Modard. Pour dire qu'il n'a pas grand-chose à faire, le Bourfre. Il se vend tout seul, ces chats. Pas comme moi, toujours à m'escrimer pour trouver du nouveau. Bref, une fois rendu devant son stand, le mien, là derrière, il prend le temps de leur passer sous le nez. Tranquillement. Comme à la revue. Pas mieux pour les exciter, il le savait. Les chats au quart de tour, il démarre. Tous? Tous! Le chat, ça en a plus dans la griffe que dans la tête. De vraies furies, les voilà qui se mettent à essayer de l'alpaguer. Mais Bourfre, ces chats, il ne veut pas risquer qu'ils se carapatent, alors il les retient par une laisse. Au prix que ça coûte, il faudrait quand même pas qu'ils prennent le large. Le rat ne me demandait pas comment, mais pour la laisse, il savait. Fin du suspense. Oh. Merci beaucoup. Bon, vous voilà au cœur du sujet et de cette atmosphère.
singulière. On a fait connaissance avec des personnages essentiellement animaux pour le moment, mais effectivement, je pense qu'une des choses les plus caractéristiques, les plus fortes, les plus captivantes dans Rose Museau, c'est quand même les personnages, cette galerie de personnages qui ne sont pas ordinaires, comme il est dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Animaux, humains, est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu, ces personnages? Tout à fait, tout à fait. Le dresseur urbain, enfin, il y a beaucoup de gens, évidemment, quand on fait un personnage dans un roman, quand on fait un personnage de fiction, on est un peu comme le docteur Frankenstein, on prend des morceaux de gens qu'on connaît, et puis, ou qu'on imagine, et puis on essaye de faire un personnage un peu ressemblant à quelqu'un, en tout cas qui puisse intéresser le lecteur. Alors, Urbain, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Urbain d'ailleurs, mais il y a très très longtemps, au marché aux fleurs, qui a disparu, vous savez que le marché aux fleurs a été interdit, hein, encore une chose. Et donc au marché aux fleurs, j'avais vu, dans l'île de la Cité, là, il y a longtemps, hein, j'avais vu un dresseur de rats, et dans mon souvenir, il était assez jeune, un type assez jeune, comme ça, en gris. Je crois qu'il était roux. Et donc, qui faisait avancer des rats sur un fil. Et voilà, et ça m'est resté pendant longtemps. Donc, ça va être, je crois, bon, il est devenu urbain dans le livre, hein. Et puis, Modard. Alors, Modard, je ne sais pas trop d'où il sort. Lui, c'est un... Enfin, vous verrez, c'est un... Il lui est arrivé des malheurs. Le pauvre, il est acrobate et au chômage. Acrobate au chômage, bon, pour des raisons techniques. Tragiques et techniques. Tragiques et techniques, oui. Et il cherche plus ou moins à faire un numéro d'acrobatie, mais il a besoin de partenaires. Et lui aussi, par hasard, va tomber sur Urbain et ses rats et tomber en admiration devant un rat en particulier qui est un as de la voltige. Un rat incroyable que même Urbain ne connaît pas vraiment puisqu'il est tombé sur Urbain aussi comme ça un jour, tombé du toit, pas du ciel, mais tombé du toit chez Urbain et immédiatement Urbain s'est dit ah là là. Sauf que ce rat effectivement n'est pas un rat facile. Il y a des rats, j'imagine, faciles, mais alors celui-là est un peu compliqué. Et donc l'histoire va mettre en contact Urbain et Modard. Ça, ce sont les deux professionnels. Et puis il y a d'autres personnages, notamment je ne sais pas si je dois dire une petite fille, une jeune fille, une grande fille qui s'appelle Belette, enfin qui s'appelle Paulette, mais qu'on appelle Belette et qui souffre du syndrome de Peter Pan. Alors si vous n'êtes pas familier avec le syndrome de Peter Pan, vous verrez de quoi il retourne. C'est aussi... Voilà, c'est très éducatif, vous voyez, on en apprend. Et moi, je ne connaissais pas non plus le syndrome de Peter Pan jusqu'au jour où je suis tombé sur par hasard aussi, c'est toujours le hasard qui écrit les histoires, hein. Une petite fille, un jour, elle n'était pas si petite que ça, je ne sais pas. Comme et puis, voilà, et elle est venue me voir, elle commençait à me parler comme ça. Moi, j'étais déjà un monsieur âgé, quoi. Et elle commence à me parler très, très facilement. Et j'étais étonné parce qu'en général, les enfants marquent une distance, quoi, hein. Elle n'était pas toute petite. Et donc, on m'a dit non, elle a le Peter Pan. Puis après, j'ai appris qu'en fait, le Peter Pan, ça ne touchait que les garçons. Enfin, ça m'est égal parce que dans l'écriture, on a le droit de faire un peu, de tirer un peu sur la réalité. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste du Peter Pan, mais c'était très pratique. En l'occurrence. Alors ça, c'est Belette, qui est la fille d'Urbain. Elle a une maman et des grands-parents aussi qui interviennent. Son papa est Hercule. Alors, pareil, hein, des Hercules, on n'en rencontre plus tellement, mais si vous en avez vu autrefois qui tordaient des barres de fer sur les places de marché, moi, ça me fait de la peine que tous ces gens aient plus ou moins disparu. Donc, j'aime bien... un roman, pour moi, c'est un peu
j'ai le même plaisir que quand je vais dans les brocantes où je tombe sur des choses comme ça que j'avais oubliées. Hein. Et voilà, donc j'espère que vous brocanterez un peu dans ces pages aussi, quoi. Hein. Mais oui, j'allais effectivement vous interroger là-dessus parce que, pardon, je me permets Sophie, de vous interrompre, mais vous n'avez guère besoin d'être relancé, mais je me permets. Effectivement, on sent bien que ça se passe plus ou moins à la fin des années 50, au début des années 60, on ne sait pas trop dire, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'idée n'est pas de situer extrêmement précisément, mais enfin, quand même, vous dites pas, mais vous lancez beaucoup de... Il y a beaucoup de clignotants, il y a beaucoup d'éléments de décor, il y a beaucoup d'indices qui font qu'on est un peu chez nous, on sait un peu quand même, en tout cas, où on est. Et si je ne m'abuse... Votre roman précédent, au Rendez-vous des pas pareils, évoquait aussi, ou mettait en scène des personnages très différents, mais à une époque assez indéterminée également, mais assez comparable. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette époque-là? Qu'est-ce qui vous... Je ne sais pas exactement de quelle époque il s'agit. On m'a dit que c'est les années 50, effectivement, d'accord. Mais j'avais fait très attention de ne pas situer, notamment géographiquement, les pas pareils. Et là, c'est pareil, c'est un peu la même chose. Voilà, je parle. Il y a le métro quand même. Je parle comme quand je fais, c'est un peu la même chose. Je parle comme comment il s'appelle, Modiano, ouais. Je fais un peu du Modiano. Parlez non, mieux. Non, beaucoup mieux. Je fais mal devant un micro. Je fais un peu exprès parce que justement, ça permet au lecteur de situer plus ou moins où il veut, quand il veut, l'histoire, parce que quand même, il faut que le lecteur ne soit pas passif, quoi. Hein. D'ailleurs, le lecteur n'est jamais passif. Hein. Les gens disent dans ton bouquin, j'ai lu ça, ou j'ai lu ça, ou j'ai lu ça. Mais je me dis, tiens, je ne savais pas. Et parce qu'on arrive dans un livre avec... et c'est très très bien, quoi. Hein. C'est très 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 bien. Il y a un personnage dont je voudrais parler parce que c'est le méchant. Il y a un méchant. Justement, j'allais dire, il n'y a pas que des gens sympas. Quand non, même, il y en a un qui est très méchant. Ouais. Quand on fait un méchant, je pense qu'il faut le faire bien méchant. Qui s'appelle... en fait, je ne sais pas comment il s'appelle, mais... il est méchant. Mais il est méchant. Il est méchant. Et dans le roman, il s'appelle Monpro, mais en fait... Parce qu'au moment où on le présente, c'est Urbain qui présente son propriétaire, donc il va dire mon propriétaire, mais il est interrompu. Donc il dit mon pro. Et donc j'ai gardé ce nom, donc il s'appelle mon pro, avec des points de suspension tout le temps. Vous nous le présentez, ça fait partie des... Allez, alors d'accord. Alors c'est un méchant. Hein. Il est affreux, c'est mon premier... Bon, alors c'est attendez. Votre premier méchant. Ouais. Non, j'en ai... oui, c'est le premier vraiment méchant. Dans les paparis, il n'y avait pas vraiment de méchant. Ouais. Je prends du métier maintenant. Alors, on le goûte. Urbain reprit sa tartine et tendit l'autre à Modard. Vous allez m'en dire des nouvelles, promit mon pro. Se félicitant secrètement de ne pas porter de cravate, Modard prit la tartine au creux de sa paume, la passa à l'intérieur du col ouvert de sa chemise et se la fit glisser jusque sur la peau du ventre. Retenue par la boucle de la ceinture, la tartine acheva sa descente sous le nombril de Modard. Exécutée de main de maître, la manœuvre échappa à mon pro tout à la capture d'un autre cornichon. « Alors ?» demanda celui-ci en retournant. « Très bon, mentit Modard en boutonnant sa veste. Et fin !»« Je savais que ça vous plairait, dit mon pro. »« Excellent, renchérit Urbain. Très fin !»« C'est ce qui compte, dit mon pro. Que tout le monde soit content. Tenez, versez-nous donc un verre. Vous vous connaissez depuis longtemps ?» La fouine se faufilait plus avant dans la ménagerie. « Monsieur Modard, dit Urbain, est venu avec une proposition. » Qu'est-ce que ça peut bien lui foutre à celui-là? D'où sorti d'abord? Et pourquoi l'autre a-t-il besoin de lui répondre? Mais Urbain, à présent, devait en dire plus. Un numéro d'acrobatie avec les rats, vous imaginez? Original, non? Du jamais vu, du sensationnel. Derrière ses yeux de guêpe, mon pro eut l'air de réfléchir un instant. Ce qui est sensationnel, c'est une idée aussi con, déclara-t-il. Des rats et des hommes, je vous demande un peu. Les rats, tout le monde trouve ça dégueulasse.
Les hommes, ça dépend. Votre petit numéro à vous sur la planche passe encore, mais avec un acrobate, je vous demande un peu. Vous feriez mieux de vous contenter de ce que vous avez. Ça ne suffit donc pas que je vous laisse habiter dans ma maison avec vos bestioles plein la cave ?» Modard y voyait plus clair à présent. Urbain s'aplatissait devant l'autre, sous peine de se retrouver à nouveau dans la rue ou dans une cave, comme autant des vaches maigres ou des gras rats. Mon pro s'était tourné vers lui. « Elle est de vous, cette idée ? Il faut encore que je la creuse. »« C'est ça, creuser, ricana-t-il. Et quand vous serez assez profond, enterrez-la. Non mais franchement !» Mon pro semblait avoir épuisé le sujet. Il se tourna vers la porte de la chambre. « Belette !» appela-t-il. « Tu viens trinquer avec nous ?» « Qu'est-ce qu'il lui veut à cette petite ?» se demanda Modard, pas loin d'adjoindre un cochon à la ménagerie. Nul bruit ne leur parvint de la chambre. « Elle a quelque chose, Belette ?» demanda soupçonneux mon pro. « Pas que je sache, dit Urbain, pourquoi ?»« Moi, dit mon pro, en fixant la porte de la chambre, si j'avais une fille de cet âge-là, croyez-moi, je saurais. »« Oui, répéta-t-il, je saurais, tout le temps je saurais. Bon, j'ai affaire, finissez sans moi. »« Vous nous quittez déjà ?» demanda Urbain. « On va le finir, oui, à votre santé. »« Régalez-vous, dit mon pro. Et, ajouta-t-il avec un geste vers la porte de la chambre, débrouillez-vous pour qu'elle y goûte aussi, c'est fortifiant. » Il se tourna vers Modard. « Et vous, vous n'avez rien à faire ?» Jusque-là, Modard avait connu deux sortes de voisinage, le bon et le mauvais. Le bon, on s'invite à l'apéro, on rigole, on parle politique, on s'aide le dimanche après-midi pour bricoler la bagnole. Le mauvais, on ne se parle pas, on s'ignore derrière les troènes, on tourne la pelouse pendant qu'à côté, il déjeune sur la terrasse. Celui-ci, il ne l'avait encore jamais rencontré. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui foutre à ce type ce que Modard allait faire ? « Je vais y aller, dit Modard en s'adressant ostensiblement au dresseur. « Vous aussi, vous devez avoir affaire. »« Je vous raccompagne, répondit Urbain, tandis que mon pro reprenait le chemin du hangar. Voilà pour mon pro. Le méchant mon pro. Il est vraiment super méchant. Et il oui. fait très peur là. Bah oui. Quitte à être méchant, autant l'être y aller, beaucoup, oui. Alors on avait vu les rats déjà beaucoup dans le premier chapitre. Et là on a vu apparaître une fouine, oui. Un cochon. Oui. Quid de cette présence du règne animal, leur rapport avec les humains, il y a toutes sortes d'animaux qui apparaissent. Je crois qu'on est très proche, surtout des rats, non ? Surtout à Paris. Oui, hein. Voilà, donc ils sont un peu partout. Parfois on les oublie un peu, mais ils savent se rappeler à notre... Il y a même des mouches. Des mouches. Oui, il y a des vaches aussi. Il y a un tortillon, vous savez les tortillons. Et alors il y a des mouches là-dessus. Des vaches. Ah oui, il y a des vaches. Toutes sortes d'animaux. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on habite en ville. Hein. Ça vous manque ? Je sais pas. En tout cas, c'est un univers un peu mixte, effectivement, où on est un peu à la ville, un peu à la campagne, où il y a des hangars, mais il y a aussi des herbes folles un peu partout. Il y avait des chèvres il n'y a pas très longtemps. Oui. Voilà, donc c'est un monde de mélange. Oui. D'associations comme ça. Écoutez, il n'y a pas si longtemps, Porte de Vanves, il y avait la zone, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques temps, il y avait des roulottes, il y avait des chevaux, il y avait des chèvres, c'était au bout de la rue, qui ne s'appelait pas encore rue Raymond Losserand. Un petit moment. Oui, un petit moment, mais il n'y a pas si longtemps. Si vous regardez Le sang des bêtes, là, le documentaire, où ça se passe aux abattoirs de Vaugirard, c'était juste à côté de la Porte de Vanves, hein. Il y avait le cirque russe. Oui, voilà, il y avait des... Avec des animaux. Donc des animaux, il y en avait, puis bon, il y en a quand même pas mal. Des fois, il faut faire attention sur les trottoirs où on marche. Ça prouve qu'il y a quand même, de l'animal pas très loin. Hein. Même éliminer les ânes et les poneys qui allaient au... Parc Montsouris, au parc de... Comment ça s'appelle ? Aux Champs-Élysées, au Champ de Mars. Ah bah oui. Ils passaient par là.
Bah, juste derrière, là, il y avait la ferme de la Garenne. Là, on pourrait y passer du temps, mais Non, pour vous dire... c'est que ça fait quand même un petit moment qu'on ne voit plus. Là, maintenant, vous avez vu ce qu'on a, grâce à la maire et à son adjoint, la maire Karine Petit, qui est en train de détruire tout ce qui pouvait rester de cette sociabilité gratifiante pour ce vieux quartier populaire parisien. Parce que, excusez-moi, quand vous le décrivez, on comprend bien, ça c'est un indice, que c'est quand même plutôt le 14e que le 7e. Ou le 6e. Oui, je suis plus familier de ça. Théologie négative. Donc Oui. On est plutôt ici que dans d'autres endroits à proximité. Oui. Oui, et ce que vous décrivez comme cette sociabilité de quartier, c'est vraiment très important. C'est comme ça que les liens se nouent entre les personnages. C'est comme ça qu'ils se rendent des services, ils se réparent des radiateurs et des vélos, ils se font des sales coups aussi, parfois, mais... Ils se tentent des pièges dans des caves. Enfin, justement, il y a, sans vouloir déflorer quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses à déflorer quand même, ou à ne pas déflorer. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du suspense, il y a des péripéties, il y a presque un côté roman noir, à la fois dans l'ancrage effectivement populaire, et aussi dans les événements et les choses qui arrivent à ce méchant notamment et à ces personnages qui sont parfois en danger. Est-ce que ce côté roman noir, c'est une influence, quelque chose d'assumé, ou simplement c'est un clin d'œil, c'est quoi? Bon, c'est du noir, mais pas très foncé quand même, sauf peut-être... Plutôt rose. Alors, je voulais dire que ce que j'aime, ce sont les anti-événements. Et alors, j'ai réussi à en faire un, vous verrez, un anti-événement. C'est-à-dire, je fais monter la mayonnaise jusqu'au moment où j'arrête. Et vous verrez. Lisez le livre. Voilà. J'essaye de vous appâter comme ça. Hein. Mais j'aime bien faire ça. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est faire parler les personnages. C'est les entendre plutôt que les faire parler. Donc j'espère que vous les entendrez parler. Et puis voilà, les situer dans dans un espace qui leur convient, mais sur lequel je n'insiste pas trop. Et puis à l'intérieur de ça, bon, ils jouent entre eux, ils interagissent entre eux. J'ai placé un libreton là-dedans aussi. Vous verrez qu'il y a un espace assez clos quand même, mais dans lequel il se passe des choses, peut-être pas ce qu'on s'attendrait à y trouver. Il y a une cave, enfin, quand même d'endroits, hein, une loge de concierge, une cave et un sous-sol, c'est pas la même chose. Une loge de concierge, pareil, les concierges, c'est une espèce en voie de disparition, ils ont été remplacés par des gardiens, ça n'a strictement rien à voir. Donc si vous avez eu la chance de connaître des concierges, voilà, je leur ai redonné j'ai essayé de leur donner une place quand même méritée dans cette histoire. Oui. Hein. Si on entendait un peu Belette, parce qu'elle est importante, Belette. Alors, c'est Manon, je crois. C'est Manon, Belette. Vous pouvez la réveiller. Mais non, Elle est très attentive. Bah oui. Pardon. Je suis concentrée, on croit que je dors. C'est fou ça. Il a perdu quelque chose? Modard sursauta. La porte de la chambre s'était ouverte sans bruit. Silence aussi sous le feutre des mules bleues à pompons. Je peux l'aider s'il veut. Je m'appelle Paulette. Enchanté, Modard, dit Modard, serrant doucement la délicate main tendue. Mais on dit Belette. Modard fut un peu surpris de l'enthousiasme de la poignée de main. Ah? Eh ben, bonjour, mademoiselle Belette, répondit Modard, soudain très affairé à rassembler ses idées. Je l'ai déjà vu? Modard aurait juré qu'ils étaient seuls dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il cherche par terre? T'as bien travaillé en bas, félicitations. Le dresseur venait d'entrer, bouteille à la main. Que je vous présente, dit-il en posant le sauvignon sur la table. Ma fille Belette et monsieur Modard. Je le sais déjà qu'il s'appelle comme ça. Votre fille et moi venons de faire connaissance. Tout ce que Modard trouva pour grappiller un peu de temps. La situation semblait simple et pourtant il éprouvait une étrange difficulté à s'y retrouver. Il ne s'était pas attendu à ce que le dresseur soit père, qu'il ait charge d'âme en dehors de celle
éventuelle de ces rats. Pourtant, à présent qu'ils les regardaient tous les deux plus attentivement, la ressemblance devenait frappante. Les cheveux roux qui encadraient le visage allongé de la fille d'Urbain retombaient en queue sur les épaules de sa robe de chambre de coton beige. Les joues aussi, parsemées de taches de rousseur, les lèvres pâles et minces, les yeux noisettes. Le nez allongé et le menton pointu lui venaient tout droit de son père. « Va t'habiller, fit le dresseur, et puis t'iras aux commissions. Le monsieur et moi, on a à parler. »« Dommage, dit-elle. J'aurais bien resté avec vous. »« Serait, corrigea le dresseur. Allez, va, je te dis. »« Serait, allez, va. Pas facile d'y retrouver sa conjugaison, songea Modard. Belette retourna dans la chambre en traînant sur le lino des mules qui seraient bien restées à écouter là ce qui allait se dire. Ou aurait. Et ferme la porte, lança son père. Curieuse, expliqua-t-il à Modard. Si je la laissais faire, elle se mêlerait de tout. Ferme, je te dis. Et pour ce qui est de lui apprendre à parler comme il faut, vous n'imaginez pas la patience que j'y mets. Remarquez, c'est aussi ma faute. J'aurais dû être là plus souvent. J'aurais resté, je vous demande un peu. J'aurais bientôt moins de mal avec les rats. Mais elle est gentille, elle m'aide bien, et pour les commissions, elle est championne. Mais, fit Modard, sans être indiscret, quel âge a-t-elle, votre fille? Elle a... Modard crut soudain voir le regard d'Urbain se perdre un bref instant dans les horizons brumeux de quêtes incertaines. « Et elle n'a pas l'air sauvage » observa Modard, sentant s'éloigner l'esprit d'Urbain. Tout le contraire même. L'attention du dresseur fut bientôt de retour. « Peter Pan, vous connaissez » Modard le regarda, pas bien sûr. « Peter Pan » répéta le dresseur, agitant ses bras étendus pour tenter d'évoquer le vol d'un gros oiseau. Comme tout le monde, Modard se souvenait du capitaine Crochet et du crocodile, mais ça ne datait pas d'hier, et il ne faisait pas le lien avec la fille du dresseur. Belette, Peter Pan, cette cuisine se remplissait très rapidement d'inattendus. Le dresseur ouvrit le tiroir du vaisselier, en sortit un tire-bouchon, en vissa la pointe dans le liège, lui fit lever 2 bras chromés et déboucha une des bouteilles. « Ah, des verres !» Il sortit 2 verres du buffet. « Propre !» crut-il bon de préciser, en tendant un verre à Modard. « Ces belettes, elles n'aiment pas frotter fort. Elle a peur de leur faire mal. Je vous demande un peu. Enfin, hein, c'est pas moi qui vais l'embêter avec ça. » Il me donne de l'argent pour les commissions ? Belette, à présent, était vêtue d'une salopette bleue trop courte pour ses longues jambes. La barrette de plastique vert qui retenait ses cheveux loin de son front semblait un haricot échoué dans un bol de soupe au potiron. Le dresseur tira de sa poche 2 billets chiffonnés et entendit un à sa fille. « Prends ce que tu voudras, dit-il. S'il reste des sous, achète-toi quelque chose qui te fera plaisir. » Belette empocha le billet et s'en fut aux courses. Resuspense. Je trouve que dans ce chapitre, on a à peu près toute l'essence de Rose Museau. Enfin, il y a beaucoup de choses dans Rose Museau, mais là, il y a un ton assez... Voilà, que je n'avais croisé nulle part et qui en même temps évoque plein de choses, mélange plein de choses qu'on a lues, et notamment ce mélange de réalisme très quotidien, d'extrême banalité dans laquelle évoluent les personnages, et en même temps de décalage constant, de petits pas de côté, de petits biais qui fait que, comme Modard, on est assez perdu, et en même temps on est comme à la maison. Voilà, il y a tout le temps cette étrangeté qui n'est pas inquiétante, qui est plutôt amusante et déroutante, un mélange de, je sais pas, d'absurde, d'onirisme et de trivialité quotidienne, qui est vraiment très... Enfin, la Ansel Touch, quoi. Vraiment une patte qui est bien à vous. Est-ce que... je sais pas, c'est quoi vos inspirations? Parce que je pense très fort que la fantaisie est juste à côté de... tout le temps juste à côté de nous. Il suffit de faire effectivement un petit pas, et des fois à notre insu, pour se retrouver dans une espèce de non-sens. L'absurde, c'est un peu métaphysique, mais le non-sens, ça me plaît, parce que puis c'est un petit côté quand même anglo-saxon que j'aime beaucoup, hein.
Souvent, on dit absurde, mais c'est non, c'est. Oui, c'est plus Monty Python que C'est Beckett. Oui, non-sens. Encore que j'adore Beckett. Mais je pensais à Modard et j'allais dire que c'est un acrobate qui a un peu trop les pieds sur terre, quoi, par rapport aux autres qu'on peut suivre dans la légèreté. C'est Voilà. un peu nous, Modard, quand même. Oui, voilà, oui, Modard, c'est un peu nous, il comprend pas trop ce qui se passe, il comprend petit à petit, et puis il va être obligé effectivement de s'astreindre à entrer peut-être dans le monde, pas dans le monde, mais dans la tête de ce rat. Enfin, bon, on ne décide pas de prendre un rat pour partenaire comme ça, quoi. Ça demande des efforts. Je veux dire, essayer de monter un numéro avec un rat même si vous avez un rat sous la main, d'établir une relation avec lui, c'est assez compliqué, je crois. Ça a l'air, ouais. En plus, Surtout- un collègue de travail. Voilà, absolument. Et surtout qu'il ne s'agit pas d'un rat blanc, hein. Les rats blancs, c'est quand même autre chose. C'est pas vraiment des rats. Enfin, oui. Urbain enfin, vous expliquera tout ça très Oui, bien. Il faut lire le livre. Et juste un petit désaccord avec Sophie, c'est que moi je pense que on est beaucoup plus du côté de Beckett que de Monty Python quand même. Vous faites plaisir. Oui, dans les deux cas, ça Il y a va. des passages où vraiment J'adore, ça fait penser à Godot. tout Quoi. ça. Il y a les passages marrants, il y a des passages très marrants dans Godot. Et le livre, il Oui, fait oui, penser. bien sûr. Bah, tant mieux, tant mieux. Oui, j'espère que ça vous fera rire aussi, parce que quand même, c'est fait aussi pour ça. Hein. C'est pas de la littérature compassée, enfin, si tant est que c'est de la littérature. Enfin, c'est pas de l'écriture compassée, voilà. Donc il ne faut pas que ce soit la lecture compassée. Du tout. Non, et puis c'est très dialogué. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui vous intéresse, c'est de faire entendre la langue de ces personnages. Et en effet, Ouais. on les entend très bien. Ouais. Voilà, c'est extrêmement vivant et extrêmement drôle. Oui, oui. Vous nous faites entendre le dernier. Alors, je vais chapitre. vous faire entendre, oui, vous présenter un personnage qui est très important dans l'histoire et qui a été important dans ma vie d'ailleurs. Et je lui ai rendu un hommage. Ça permet ça aussi, l'écriture, c'est qu'on peut se faire plaisir comme ça, vraiment. Donc, voilà. Alors lui, il est marchand de couleurs. Et c'est un personnage très important dans le roman. Pas loin du four à pain, Modard avisa un homme dont le regard, au bord duquel on devinait un sourire affable, toujours prêt à se dessiner, était posé sur le vieux vélo abandonné contre la grille. Un regard de connaisseur, un regard scrutateur, un regard oiseau, nullement de proie, qui ne se posait pas au hasard, juste où il fallait pour voir, sans risquer de déranger ou d'abîmer. Modard conjectura, s'autorisa, s'approcha. Monsieur Moinet ? Moinet. Jean. 50 ans d'une existence depuis toujours sereine, dont 35 dans la droguerie. Moinet, Jean, marchand de couleurs, de toutes les couleurs, avec un penchant appuyé pour celles qui font plaisir aux yeux, qui dansent dans les jardins, qui ne s'étalent pas sur des drapeaux. Moinet, Jean, marchand d'étonnants arcs-en-ciel aux palettes déroulées par-dessus les balais-brosses et les cuvettes émaillées. D'ailleurs, marchand de couleurs, c'est façon de parler. Les couleurs, ça ne se vend pas, affirme Moinet. La peinture, oui, mais la peinture, c'est différent, c'est de la chimie, comme l'eau de Javel ou le débouche-tuyau. Les couleurs, ça écrit la poésie. Vous le trouvez comment, vous, ce vélo ? Ce vélo, Modard l'avait vaguement aperçu tout à l'heure en traversant la courette, et la question à présent posée le cueillait là, bien en peine d'y répondre. Tout compte fait, il ne trouvait rien à lui trouver. Si Moinet avait choisi ce vélo comme entrée en matière, ça n'allait pas les mener bien loin. « Je vais vous dire, moi, reprit Moinet. Et Modard fut soulagé de s'apercevoir qu'il n'avait pas attendu de réponse.
Ce vélo, il fait peine. C'est vrai qu'il a l'air abandonné. C'est un vélo qui n'a plus d'espoir, ça. Depuis le temps qu'il est là contre la grille, il a dû voir passer dans la rue tout ce qui pourrait l'emprunter. Il n'attend plus rien. Cette selle pelée, quelle fesse la chevaucherait à cette heure? Et ce pédalier tordu, ça ne donne guère envie d'aller y mouliner du jarret dans l'école. Moinet eut un geste en direction de sommets imaginaires. « Regardez-moi un peu ce guidon, poursuivit-il. Tout écaillé, comme ses jantes, et les pneus, plats, asphyxiés, desséchés, de la mue de couleuvre. Tiens, et cette sonnette, le bec cloué de rouille. Elle croasse tout au plus, et encore, tout bas, un corbeau sur son dernier gibet. Non, vraiment, pas joli tout ça. Ta grenouille, elle se plaît? Belette venait de les rejoindre. Il veut que je lui donne une trompette, dit Belette en désignant Modard. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, dit Moinet. Tu crois, fit Belette? Ce tutoiement. Modard avait-il bien entendu, ou les événements de la matinée commençaient-ils à lui en cotonner l'esprit? Comme beaucoup d'autres choses, l'expression de surprise sur son visage n'échappa pas à Moinet. « C'est seulement avec moi, expliqua le droguiste. Vous, comme tout le monde, vous êtes il ou elle, selon le cas, mais moi, je suis tu. Allez savoir pourquoi je suis tu. » Modard obéit sans toutefois s'empêcher de se demander si Moinet ignorait vraiment ce pourquoi. « Et t'en as, toi, des trompettes » demanda Belette. « Des trompettes à grenouilles ? Peut-être, dit Moinet, faut voir, on regardera quand tu passeras. » D'accord, fit Belette, je viendrai avec Jaz. Si tu en as une, on lui fera essayer. Là, il faut qu'il s'entraîne, ajouta-t-elle en désignant successivement de l'index, Modard et le four à pain. Bon, je vous laisse, dit Moinet, j'ai de l'ouvrage. Travaillez bien, au plaisir, monsieur. Modard, fit Modard, en ajoutant en sincère que le plaisir était le sien. On avait oublié qu'il y avait une grenouille. Ah oui, grenouille. C'est une calamite. Alors c'est une grenouille qu'on cueille le matin de bonne heure. Et elle va... oui, alors elle gonfle les joues comme toutes les grenouilles D'où la trompette. Voilà, elle ressemble un peu à Dizzy Gillespie à cause de ça. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà, donc encore un animal, oui. En tout cas, ce qu'on sent bien dans ce chapitre-là, c'est que vos personnages, vous les aimez beaucoup, à part le salaud, mais en dehors de celui-là, vous les aimez. Voilà, donc on espère que... Oui, puis ce que j'aime, c'est qu'ils vont être reçus chez vous, quoi. Peut-être qu'il y en a qui vont rester... Peut-être que certains vont rester avec vous un peu plus longtemps, ça me plaît beaucoup, j'adore ça. Penser ça me plaît énormément. Alors, est-ce que c'est la conclusion de la première partie de la soirée? Le reste, ça va être la dédicace. Vous pourrez évidemment échanger avec notre invité, puisque après l'effort, le réconfort. Donc, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à vous. Hein. Donc,